Donc, je tenais dans un premier temps à remercier les services de la ville pour la quantité d'informations contenues dans ce rapport. Je ne vais pas revenir sur l'introduction qui aborde les éléments de contexte nationaux et internationaux, car en tant qu'élu local, on n'a pas la main sur les choix qui se font à échelon supérieur. Le budget d'une ville n'est autre qu'un choix politique qui se traduit par des choix budgétaires. Et nous allons discuter de vos orientations budgétaires pour l'année 2022. Mon intervention se déclinera en deux axes. Donc, le premier sur le plan financier, on abordera l'excédent budgétaire, la dette et les ressources humaines. Et puis, dans un second temps, on verra donc vos orientations budgétaires, donc vos choix politiques, principalement donc le grand gagnant de ce budget 2022, la sécurité, et la grande absente de ce budget 2022, c'est l'écologie. Sur le plan financier, donc page 12, concernant l'excédent budgétaire, donc votre budget dégage un excédent considérable pour la deuxième année consécutive avec 31% du budget de fonctionnement hors masse salariale qui est non dépensé, ce qui est énorme. Et je précise que cet argent est celui du contribuable. Ce n'est pas de l'argent en plus, c'est l'argent de l'impôt. Et si vous ne vouliez pas dépenser, il fallait peut-être pas les prélever. Cet excédent signifie donc que les Villiérains ont payé plus cher que ce qu'ils en ont eu. Or, l'intérêt général, c'est de répondre aux intérêts des habitants. Autrement dit, il faut entendre par excédent privation de services pour les Villiérains. Monsieur Benesti, quand on est excédentaire de 31% de budget de fonctionnement, hors masse salariale, dans une période de crise sanitaire et sociale sans précédent, permettez-moi de m'inscrire en faux, comme l'année dernière, avec votre façon de gérer la ville. Pourquoi Villy-sur-Marne serait un îlot protégé de la tendance nationale et même internationale d'une explosion des besoins sociaux? Comment osons-nous afficher un excédent à hauteur d'un tiers du budget au moment même où tous les acteurs sociaux, bon nombre de familles et tous les indicateurs réclament plus d'efforts pour accompagner la population dans cette crise? Je peux donner quelques exemples du style des distributions de paniers repas, des bons alimentaires, des financements supplémentaires aux associations, la mise en place de jardins partagés, primes exceptionnelles aux plus précaires, des points relais de paniers bio, des chèques énergétiques. Enfin bref, il y avait des dizaines de façons d'être utile aux Villiérains durant cette période, puisque dans le budget, on avait cet argent. J'ai une question malgré tout, c'est que fait-on? Quelle politique publique sacrifiez-vous pour dégager un excédent aussi considérable? Car oui, cet excédent se fait au détriment du service public. Et pour ce qui est de la Covid, on peut être surpris durant la première année, mais plus après, gouverner, n'est-ce pas prévoir? Vous nous proposez, page 13, une maîtrise de la fiscalité sans augmentation d'impôts. Et dans la même page, vous augmentez les tarifs des prestations à la population de 2%, en le justifiant par une inflation qui serait de 2,5%. Au lieu d'atténuer l'impact de l'inflation sur les Villiérains, vous décidez de le faire payer là où d'autres collectivités essayent de l'amoindrir. Encore un choix comptable, bien loin de la solidarité républicaine. C'est d'autant plus choquant au moment où on nous étale un excédent de 31% du budget de fonctionnement hors masse salariale. La page 25, donc quand on aborde la dette, à ce moment-là, on comprend bien cette volonté de dégager un excédent budgétaire pour assainir une trésorerie déficitaire après 27 ans de gestion de votre part. Car oui, plus de la moitié de l'autofinancement, 3,9 millions d'euros, c'est page 28, part dans le remboursement de la dette. Vous courez donc après les erreurs du passé. Le comble est qu'hier, au conseil départemental, où vous siégez en tant que président délégué, votre majorité a sévèrement critiqué l'endettement du département réalisé par vos prédécesseurs, 69% de taux d'endettement pour le Val-de-Marne, donc je vous renvoie à la page 13 du ROP du département. Un endettement qui est bien en deçà de l'endettement de notre ville, 93% de taux d'endettement, ça c'est page 25 du ROP que vous nous avez fourni. Visiblement, il y a deux bénéfices, un qui déplore l'endettement du département à 69% et un autre qui nous dit que tout va bien à Villiers-sur-Marne avec 93% d'endettement. Personnellement, ça me donne le tournis et je n'appellerais pas ça une gestion en bon père de famille. Sur les ressources humaines, donc c'est entre page 20 et page 25. Donc d'après les éléments du rapport, page 20, donc émanant des services, l'évolution de la masse salariale me paraît sous-estimée. Elle ne correspond pas aux anticipations rationnelles qu'on est en droit d'attendre, car en effet, vous évaluez l'évolution à 391 000 euros,
ce qui est déjà insuffisant pour absorber la GVT, donc c'est le glissement vieillesse technicité, qui correspond à l'augmentation automatique de la masse salariale liée aux évolutions de carrière des agents. Donc si on fait le calcul, on tombe sur 401 780, donc déjà il y a une petite différence, c'est d'après vos chiffres, et sans compter sur le fait qu'on doit aussi être en capacité d'absorber la légitime revalorisation légale et obligatoire des grilles indiciaires des 488 agents en catégorie C. Donc pardonnez-moi, mais je ne comprends pas la dépense des ressources humaines. Pour 2022, soit vous n'avez pas anticipé le budget, soit vous supprimez des postes, ce que vous réfutez à la page 25, ou bien dernière possibilité, vous êtes un magicien. Vous parlez donc, page 24, de lutte contre l'absentéisme, hashtag Blanquer. Le terme absentéisme nous interroge, car cela voudrait dire que la situation est alarmante pour qu'il apparaisse dans un robe. Les agents ne sont pas là ou ne sont plus là, c'est ce que ça signifie. Mais paradoxalement, votre rapport ne dit pas combien, ni qui, ni comment. Avez-vous des points de comparaison sur le plan régional, départemental, national? Vous dites qu'il y a un problème. Qui s'absente? Dans quel service? Quelle direction? Tout ça s'étudie, s'analyse avant de livrer en pâture pour absentéisme les agents de nos services publics. Mais je reconnais bien là le caractère violent d'un système managérial qui consiste à trouver des coupables au problème plutôt que chercher des solutions. Donc là, sur le plan 2, donc, sur les orientations budgétaires, donc sur vos choix politiques, je précise que l'orientation budgétaire de la ville n'est autre que la traduction en chiffres des choix politiques. Donc vous nous indiquez dans ce rapport les secteurs où les crédits sont en hausse, mais pas où vous les baissez. Il aurait été aisé pour la lisibilité, je ne parlerai pas de transparence ici, puisque je crois en votre bonne foi, mais plutôt de lisibilité du document d'y adjoindre les domaines où les crédits baissent. Et donc, comme je l'ai dit en introduction, les grands gagnants du budget à venir, donc pages 13 et 15, donc le grand gagnant, c'est la sécurité, donc là pour le coup c'est hashtag Darmanin, ça va me faire même douter de votre soutien à Valérie Pécresse d'ailleurs. En pleine crise sanitaire et sociale, la grande priorité budgétaire de cette année n'est pas la santé, non, pas l'écologie, pas la solidarité, pas la jeunesse, non, c'est la sécurité qui se voit augmenter de 25%. Je rappelle que la sécurité est une compétence régalienne et que la ville n'a pas à se substituer à l'État. Si éventuellement des efforts doivent être faits dans ce sens par la ville, il doit venir en complémentarité des moyens de l'État et des moyens que l'État se doit de déployer. Et c'est le rôle du maire de défendre cette position de la ville, et non pas d'entraîner la ville dans un, j'ose le terme, un grand remplacement qui ne dit pas son nom. D'ailleurs, le dernier CLSPD auquel j'ai assisté n'a pas permis d'entrevoir une véritable stratégie, ce qui explique le résultat catastrophique en la matière que nous a malheureusement annoncé Madame la commissaire de Chenevière. Cette augmentation aurait dû être le résultat d'une véritable évaluation de toutes les politiques de prévention que vous avez menées en place et qui ne donnent malheureusement pas le résultat escompté. Autrement dit, une véritable remise en question des choix et des moyens. Après le grand gagnant de votre robe, qui est la sécurité, il est temps de parler de la grande perdante, l'écologie. Dans votre rapport, on y retrouve, donc dans votre rapport en général, on y retrouve la dette vis-à-vis des banques, mais rien concernant la dette la plus importante, celle que nous avons envers nos enfants, les générations futures. L'urgence climatique demande des efforts pour changer nos modes de vie à tous les échelons. Et le ROB qui nous est présenté indique clairement que notre commune a décidé d'ignorer cet enjeu planétaire. Pas une ligne, ni même un mot qui pourrait laisser entendre que nous sommes conscients, et encore moins que la ville envisage un quelconque effort. Rien concernant l'alimentation durable, notamment la réduction de l'alimentation carnée, ou encore l'alimentation bio en circuit court. Rien concernant la consommation. Et je ne vais pas parler de plan communal de réduction de plastique, puisque quand je vois les difficultés qu'on a dans cette ville à supprimer les bouteilles en plastique de ce conseil, on peut se dire que ce sera difficile de vous amorcer une quelconque dynamique ambitieuse, par exemple sur le zéro déchet, les ressourceries ou autres. Enfin, bref, aucun plan, aucun projet dans le domaine de l'environnement. Et enfin, rien sur l'aménagement du territoire en matière de circulation douce. Une enquête du baromètre des villes cyclables est sans appel. Villiers est crédité de la note G, la pire note et pire moyenne du Val-de-Marne. Pour réduire notre empreinte carbone, il est indispensable de favoriser des moyens de transport écologiques. Villiers en est bien loin. Pareil en matière de création d'espaces verts.
Rien. Et j'anticipe votre réponse. L'ouverture d'un parc n'est pas une création d'espaces verts. Par exemple, le bois Saint-Martin ou le parc Friedberg étaient verts avant leur ouverture respective. Donc en aucun cas, vous ne réduisez l'impact environnemental puisque ces espaces étaient déjà verts. C'est simple, mais c'est important de le dire. Pour conclure, comme d'habitude, le budget de cette année est qu'un exercice d'équilibre comptable. Aucune lisibilité politique, aucun véritable enjeu actuel ou à venir pris en compte. Oubliez les plus fragiles d'entre vous qui payent et continuent de payer cette crise sanitaire qui est en train de devenir pour eux une crise économique. Ignorez les impératifs écologiques et environnementaux qui structurent le budget de tous les organismes, collectivités, États et organisations internationales. Négligez le changement, l'éducation et la prévention pour une évolution des mentalités en matière de consommation. Et pour la santé, passez sous silence le choix devenu obligatoire et urgent de la transition énergétique pour moins d'empreinte carbone et plus d'économies. Au fond, l'absence de véritable priorité conjuguée à l'obsession inappropriée de recherche d'excédents donne le sentiment que ce ROB préfigure un budget où, encore une fois, la ville et ses habitants sont pris en otage et prisonniers d'une politique en cours depuis des années et qui peut se résumer à une chose, alterner l'absence de choix ou faire les mauvais choix.